Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on s'intéresse à la lutte dans l'océan Indien entre les empires portugais et ottomans. Contrairement aux Portugais, ils n'y ont jamais créé ni comptoir ni colonie. Mais les Ottomans n'en sont pas moins une puissance diplomatique et commerciale de premier plan dans l'océan Indien. Vous voulez en connaître plus sur la rivalité entre Ottomans et Portugais? Venez avec moi. On persiste aujourd'hui à n'associer les grandes découvertes qu'aux empires ibériques, le Portugal et la Castille. Ce préjugé tenace est lié à l'idée que l'expansion européenne a permis de connecter des espaces qui ne l'avaient jamais été. Ce qui est en partie vrai avec l'Amérique du Nord, du Sud et centrale si on nommait la découverte des Vikings. A l'inverse, on a tendance à penser que le monde islamique était déjà interconnecté à l'époque moderne, qu'il n'y avait plus rien à découvrir. En s'implantant dans l'océan Indien, les Ottomans démontrent qu'ils partagent ce désir de découverte pour un monde qui leur était alors jusque-là inconnu. L'intérêt ottoman pour l'océan Indien fait suite à la conquête de l'Égypte par Sélim Ier en 1517. En annexant les possessions mamelouques, les Ottomans deviennent la plus grande puissance du monde musulman et acquièrent un point d'entrée dans l'océan Indien. Au début des années 1520, leurs incursions dans la région se caractérisent par des initiatives individuelles d'aventuriers, de corsaires, de marchands. Mais sous le règne de Soliman le Magnifique, l'océan Indien devient un site stratégique de premier plan. En 1538, le sultan forme une vaste alliance du Garara à Sumatra pour assiéger l'île de Diu, une forteresse portugaise d'importance en Inde. La flotte qui se présente devant la ville, forte de plus de 10 000 hommes, est l'une des plus puissantes à avoir jamais navigué sur l'océan Indien. Pourtant, après plusieurs semaines de siège, l'armée ottomane est défaite par le Portugal. Après ce revers, plus aucune opération militaire d'ampleur n'est envisagée en Inde. Toutefois, l'océan Indien continue d'être le théâtre de rivalité avec les Portugais pour le contrôle du commerce des épices et rester maître des négociations diplomatiques entre émissaires ottomans et pouvoirs locaux. Si en 1580, le sultan conclut une paix avec les Habsbourg, aucun accord de ce genre n'est mis en place avec les Portugais au XVIe siècle. C'est dans l'océan Indien que la confrontation entre Ottomans et Portugais est la plus violente. Ceux-ci tentent de rediriger le lucratif commerce des épices le long de la route du Cap, qu'ils supervisent depuis les navigations de Bartolomé Dias et de Vasco de Gama, en s'attaquant aux vaisseaux de marchands musulmans. Les Ottomans, eux, cherchent à protéger les intérêts de ces communautés et à préserver la primauté de l'ancienne route qui, en passant par l'Égypte, est la plus directe pour rejoindre les marchés méditerranéens. Cette rivalité conduit Ottomans et Portugais à développer des discours proches pour justifier leurs interventions. Quand les Portugais dépeignent leurs attaques contre les communautés musulmanes comme une croisade, le sultan ottoman se présente comme le défenseur des intérêts de ces dernières. Il faut cependant souligner que la frontière entre ces empires n'est pas étanche. Certains Portugais se convertissent à l'islam et font défection, tandis que des marchands juifs assurent des missions commerciales pour les Portugais et les Ottomans. Il ne faut pas non plus minimiser le rôle des communautés et des États locaux qui restent des acteurs de poids dans la région. Ce sont eux qui, lorsqu'ils sont menacés par la présence portugaise, sollicitent l'aide des Ottomans. En lisant le nom du sultan lors de l'appel à la prière et en se plaçant sous sa protection, ils le forcent à intervenir. On voit bien que l'histoire de l'Empire ottoman dans l'océan Indien ne s'écrit pas uniquement depuis Constantinople. C'est pourtant bien depuis Constantinople qu'une partie de l'impulsion dès le début du XVIe siècle. Les Ottomans s'intéressent aux grandes découvertes européennes puisqu'ils traduisent des textes, produisent des cartes et collectent des documents sur le territoire des empires ibériques. Certains intellectuels développent leurs propres compilations et traduisent des documents émanant de l'océan Indien, qui leur étaient inconnus auparavant. Si les géographes arabes avaient produit de nombreux traités sur la région, ces œuvres n'étaient pas connues des Ottomans avant le début de l'époque moderne. En parallèle de la Renaissance européenne, la redécouverte de ces traités de géographie, de navigation ou d'histoire traduits du persan ou de l'arabe bouleverse la vision ottomane du monde. Cette présence dans l'océan Indien est cependant tombée dans l'oubli. Il est vrai que les archives ottomanes restaient axées sur les événements vus de Constantinople, l'océan Indien n'y paraît que de façon marginale. Il faut donc confronter les sources ottomanes avec une pluralité de documents européens, et en particulier portugais.
et l'on a souvent tendance à mesurer le succès d'un empire à l'étendue de ses conquêtes territoriales. Or, les sultans ne se sont jamais établis directement dans l'océan Indien. Cela ne signifie pas que l'entreprise ottomane n'ait pas été un succès. Les Portugais ont bien arrêté d'inquiéter les bateaux empruntant la route des épices. Et au XIXe siècle encore, menacés par les Néerlandais, des émissaires du sultan d'accès, un royaume d'Indonésie, voyagent jusqu'à Constantinople pour demander l'aide du sultan. Au XXe siècle et XXIe siècle, l'appartenance passée de l'Empire ottoman continue d'être instrumentalisée dans certains discours nationalistes en Indonésie. Autant d'indices contemporains de l'influence des Ottomans dans la région. Comme on l'a vu, les expéditions navales ottomanes dans l'océan Indien sont une série d'opérations navales entreprises par l'Empire ottoman au XVIe siècle, pour étendre sa domination sur les mers du Sud et écarter ainsi la menace que faisait peser l'Empire portugais sur les routes des épices. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.